connaître un minimum. On se fait une mini table ronde initiale pour se présenter, du coup, dans l'idée, voilà, 1 minute max, hein, c'est pas de faire l'autobiographie. Si vous avez un livre, on peut l'acheter, pas de problème. Juste 1 minute, quoi, un petit summary de ce que vous faites, ce qui vous intéresse. Enfin bref, voilà, pour se connaître un peu plus, quoi. Zoé, vas-y, honneur. Allez, ça marche. Zoé Tivé, je travaille en Nouvelle-Calédonie en tant que consultante en qualité logicielle. Donc, Mhm, j'interviens sur tout type de projet auprès de pas mal d'organisations différentes ici sur la place, aussi bien en tests fonctionnels, coaching, automatisation des tests. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire par ici et on est 8 pour le faire. On est 8 testeurs mhm, à faire que du test, grosso modo, en tout cas en consultance. mhm. Et, euh, et voilà. Je vais laisser la parole à Arnaud, je le vois juste en dessous. Alors, moi, je suis responsable, on va dire, de la gestion de la qualité pour une petite start-up française qui s'appelle la Javaness et qui est spécialisée dans l'IA et Mhm. qui offre ses services plutôt à des grands groupes français, européens. Mhm. Et donc, ce que je fais au jour le jour, c'est beaucoup de coaching, beaucoup de formation, Ouais. beaucoup de travail donc, sur toutes les problématiques qualité, pas seulement les tests, hein. Euh, de temps en temps, je mets un peu les mains dans le cambouis et donc je fais du pair avec les développeurs sur du code de test, par exemple. Mais voilà, de temps en temps, je fais aussi du pair avec les PO, les PM sur des problématiques plus process. Et- Ok. Pas Emmanuel, non, Julien, ton nom c'est Ouais, ouais, je suis en train de chercher le moyen de changer, mais je vais trouver. Déjà, je vais me présenter. Donc, moi, c'est pas Barley Emmanuel, mais c'est Barley Julien. Donc, je travaille chez Decathlon dans la BU e-commerce. Je suis engineering manager sur la BU e-commerce en fait, j'encadre une équipe de lead QA et de QA sur la BU. Moi, arrivé il y a 5 ans chez Decathlon. Avant, j'ai fait un peu de start-up aussi, 5 ans, en tant que QA manager, dans le domaine du e-commerce également, et encore un petit peu avant. Donc, j'ai débuté ma carrière en fait dans une PME, dans un éditeur logiciel, en tant que développeur. Et je me suis orienté, comme beaucoup de monde en tout cas, vers la QA, le testing, quoi. Mhm. Chez Decathlon, j'ai aussi une autre fonction, c'est que j'anime en fait le pilier d'ingénierie sur le testing. Mhm. L'idée en fait, c'est de fournir en fait les outils, les best practices autour du testing aux équipes en fait IT de Decathlon, donc à la fois France et international. Mhm. Ok, Voilà. Alors cool. je vais essayer de trouver Et toi, renommé, bah, c'est bon. et On va toi, Antoine, changer t'es mon nom. qui? Mhm. Pardon, Arnaud? T'as Et dit? toi, Antoine, t'es qui? Ouais. Ouais, bah moi je bosse bon, on est un peu pas on était voisins avec Julien avant, mais là donc moi je bosse chez Redoute, mais je m'intéresse à des choses à côté et ouais bah globalement souvent des sujets en transverse où c'est pour ça je suis content qu'il y ait Julien aussi qui a de l'engineering etc. Et chez Carnot aussi tu as fait du XP, mais moi je vois souvent les QA versus dev versus business, PO machin, enfin tous les problèmes un peu transverses. Et du coup c'est pour ça je suis content de pouvoir animer la QA unit pour essayer de faire un peu remonter la qualité en upstream, gauche, droite, en haut, etc. Mais voilà, je suis un peu frustré des fois de ce que je vois et même des fois en dehors de la QA, même sur la manière de comment les problèmes sont posés, etc. Et je me dis putain, mais c'est pas possible, faut qu'on améliore ça, quoi. Donc voilà, c'est un peu ma quête, c'est qu'on arrive à globalement faire du meilleur software du début à la fin, quoi. Et voilà. C'est pour ça aujourd'hui, il y a pas mal de gens qu'on échange, c'est autour de gens qui sont de la QA, parce que je pense que c'est des fois l'effet un peu silo où on se dit bah, on va faire de la qualité logicielle, on demande à la QA, mais en fait, je pense qu'il faut plutôt adresser le problème plus globalement, et donc c'est ça que j'aimerais améliorer dans l'écosystème. Voilà. Voilà, voilà. Ok.
Bon, donc du coup, en haut, c'est pas intéressant. Donc du coup, je sais pas si quelqu'un veut commencer sur un sujet. Moi, j'avais pensé à Emna, vu elle avait des points qui parlaient plutôt de l'amont, mais comme Emna essaie de se reconnecter, là, elle a une coupure en Tunisie. Je sais pas si l'un de vous est plus inspiré pour démarrer. J'ai une question pour démarrer, c'est d'où est venu le thème? C'est qui a eu l'idée et pourquoi? Ouais. Alors, super, merci de me permettre de répondre. Donc, c'est moi qui suis à l'origine du sujet. Donc, le sujet dans ma tête, hein, ça peut dévier, ça peut partir sur d'autres trucs, mais vraiment, mon idée, elle vient du fait que c'est, quel que soit le contexte, hein, quel que soit le projet, quelle que soit la boîte, quel que soit le client, c'est souvent assez difficile de faire prendre en compte, on va dire, l'impact financier que va avoir la gestion de la qualité sur un projet. Et souvent, il est nécessaire de négocier cette part de ressources, de temps, d'argent. Et ce n'est pas toujours évident voilà, de vendre la qualité dans le projet. Les clients sont surtout intéressés par la feature encore aujourd'hui. Et pour eux, la qualité, c'est souvent implicite. Il y a quasiment pas de sujet. Forcément, vous allez développer un truc pour nous. Forcément qu'il va être super ergonomique, il va être super performant, il va être super bien fait, super maintenable, super évolutif. La qualité du code, ça va être génial. Voilà, dans leur esprit, c'est ça. Ils payent pas ils payent pas clairement pour la satisfaction d'exigences qualité. Pour eux, c'est pas un sujet. Sauf que voilà, dans les phases initiales où il va falloir négocier un budget ou négocier des délais ou négocier des coûts, si c'est la qualité, si la gestion de la qualité, ce n'est pas un sujet qui est identifié, il va passer à la trappe, forcément. Et même si on va essayer de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a et qu'il y a des bonnes pratiques qui ne coûtent pas forcément plus cher, ça ne coûte pas forcément plus cher de faire mieux que vite et mal. Il y a quand même pas mal d'aspects dans la gestion de la qualité, en particulier le test, par exemple, où si ce n'est pas chiffré, voilà, ça va être compliqué de bien tester si on n'a pas de budget, quoi. Donc, voilà un petit peu moi, tel que je vois les choses. Donc, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on échange donc sur tout un tas de sujets, mais au moins sur comment, pour parler crûment, comment on vend la qualité, quoi, aux différents décisionnaires. Ouais, parce que c'est Qu'est-ce vrai que qu'on s'il y a entend exactement par… Oh, pardon, je t'ai coupé. Vas-y, Zoé, vas-y. Qu'est-ce qu'on entend exactement par qualité? Parce qu'effectivement, la qualité, c'est pas le test. Enfin, c'est pas que les testeurs, l'activité de test et les outils utiles aux tests et aux testeurs. Qu'est-ce qu'on peut entendre finalement par qualité? Alors, on a déjà fait une table ronde sur le sujet où on avait essayé de définir la qualité. Moi, j'en reviens à la définition que j'ai piratée de James Back, Michael Bolton, Ken Kanner et tous ses copains. C'est subjectif et grosso modo, la qualité, c'est un certain nombre d'attributs qui vont être considérés, qui vont avoir de la valeur pour quelqu'un à un instant donné, dans un certain contexte. Donc, grosso modo, pour simplifier, c'est combien on veut investir sur un sujet, quoi. Moi, Ma question, c'était… Ah, j'ai encore coupé. non, vas-y, Zoé, c'est pas grave, je parlerai juste après. Je me tais après. Ma question, c'était plus en termes d'activité, parce qu'effectivement, la qualité au sein du produit ne coûte rien. D'accord. Mais plus, voilà, quelles sont les activités qu'il s'agit de défendre sur le budget, quoi.
Ben, le test, forcément, les tests, les Ouais. différents niveaux de test, les différents intervenants sur le test, aux différents moments du projet. Mais alors, effectivement, la gestion de la qualité, c'est vachement plus large. Ça va être l'optimisation des process, ça va être l'amélioration continue, Le réel. ça va être l'investissement qu'on va faire sur la formation, sur Design. l'aspect collaboratif, le design, les méthodos, voilà, tout un tas de trucs, tout ce qu'on peut faire rentrer dans l'ombrelle de la gestion de la qualité. Voilà, clairement, il ne faut pas se fixer sur l'aspect test. D'ailleurs, on a fait une table ronde où on essayait de ne pas parler de test dans le cadre de la gestion de la qualité et finalement de s'apercevoir que je ne sais plus quel vieux bonhomme avait dit qu'on ne pouvait pas faire rentrer la qualité à coup de test, hein, que soit elle était là, soit elle n'était pas là. Mais voilà, l'idée, c'est bien de réfléchir sur la problématique qualité dans son ensemble et pas juste sur ce qu'on met traditionnellement dans les responsabilités de la QA, quoi. Ouais, moi, je reviens justement à ce que disait Zoé au début là. C'est que derrière la qualité, en fait, c'est important en fait finalement vis-à-vis du client d'éclaircir ce qu'il entend derrière le mot qualité. Parce que souvent la qualité c'est plutôt du point de vue client, c'est l'expérience en fait que le produit va amener, va proposer, l'expérience client, le fait que voilà, qu'on ait une expérience un peu fluide, sans couture, etc. Mais derrière ça, il y a plein de choses. Il y a aussi, tu en as parlé, Arnaud, c'est la qualité non fonctionnelle, la performance, le fait que l'appli soit performante, soit scalable, que le ressenti pour les applications web, il soit un ressenti qui soit très bon, rapide, etc. Il y a beaucoup de choses. Et finalement, avant de négocier, de parler budget, il faut, je pense, peut-être faire un peu de pédagogie en fait avec nos clients, expliquer que finalement, voilà, il y a toutes ces composantes-là qui existent. Et pour les adresser, ces composantes, eh ben, ça passe par un travail sur le workflow de développement, sur les outils, sur les process et sur plein de choses. Et tout ça, ça a un coût. Et derrière ça aussi, je pense qu'il y a aussi une notion de est-ce que le produit que je fournis à mon client, il a vocation d'être durable ou pas en fait. On se projette aussi, est-ce qu'on se projette sur un produit qui va vivre peut-être 1 an, 2 ans ou 10 ans? Et en fonction de ça, l'approche peut être complètement différente en fait. Voilà, donc moi, c'est ce que j'ai mis en fait dans mes notes là pour préparer un peu le sujet. C'est pour moi, il y a un travail vraiment de pédagogie vis-à-vis des clients. C'est OK, c'est normal, la qualité, c'est quelque chose d'implicite. Très bien, mais derrière ça, il y a beaucoup de choses. Et tout ce qu'on peut mettre en place pour fournir un produit de qualité, chaque composante va répondre à une spécificité que je vais vous expliquer, quoi, en fait. Je suis partiellement d'accord avec toi. Effectivement, selon le contexte, on va s'intéresser ou pas à la gestion de la qualité. Si on fait un POC, on s'en fout, grosso modo. Ouais. Donc, effectivement, on se situe que dans des projets où c'est intéressant parce que le produit, ce n'est pas juste une expérience, mais qu'il y a des clients derrière et qu'il ne faut pas les décevoir. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Sur le fait d'identifier, d'expliciter les exigences qualité, alors forcément d'expliquer aux clients voilà, quel est le domaine de la gestion qualité, pourquoi on s'intéresse à ça, ça c'est évident, il faut le faire aussi, sinon il n'y a pas moyen de discuter. Expliciter essayer de lui faire expliciter ses requirements à lui, ses exigences à lui, ça c'est évident aussi que c'est une piste. Après, il y a aussi là où je pense qu'il manque un truc, c'est qu'il y a une grosse part d'implicite. Et voilà, tu parlais du workflow de développement.
je pense que le client, ce n'est pas son problème de savoir comment tes Ouais. équipes fonctionnent. Et si toi, tu t'y intéresses pas, bah forcément, tu vas pas avoir le même fonctionnement si tu es dans des méthodos traditionnels ou des méthodos agiles. Et, et bien souvent, je pense que ce qui manque, voilà, c'est d'identifier l'implicite, le non-dit, parce que c'est ça qui va faire dérailler un budget ou pas, quoi. Ouais, alors dans ce cas-là, pour y répondre, justement, si ton workflow de développement il est assez, comment dire, étoffé, voilà, par exemple, on peut imaginer qu'on est sur un modèle avec des quality gates, avec des objectifs en termes sur différents niveaux de tests qui sont assez forts, par exemple sur les tests unitaires avec un fort coverage, enfin, c'est juste un exemple, etc. Tout ça, ça va avoir pour conséquence, finalement, quelque part, de produire de la feature dans un temps qui est un peu plus long, finalement, que si on se consacre juste au développement pur et dur sans les aspects testing, etc. à côté. Et donc, du coup, en fait, je pense que le gros travail, il est peut-être aussi que dans le coût de la feature, de ce qu'on va proposer en fait à nos clients, d'englober en fait tout ça pour que ça soit complètement implicite et pour qu'on puisse finalement gérer convenablement en fait la qualité du produit, quoi. Alors moi je suis un peu loin de ça parce que finalement dans le e-commerce, la solution sur laquelle, chez Decathlon, sur laquelle je travaille, c'est pour Decathlon, en fait, finalement. Donc, du coup, c'est un peu différent et je suis pas super à l'aise pour parler de tout ça. Mais en tout cas, si dans mes précédentes expériences, notamment quand je travaillais dans une startup, où là, j'étais vraiment, c'était un éditeur de logiciel. Enfin, c'est ce qu'on essayait de faire en fait. Finalement, on essayait vraiment de globaliser le coût, la roadmap qu'on proposait aux clients, en fait, avec la projection des features qui allaient être réalisées, etc. Ça englobait en fait tous les coûts annexes liés à la qualité logicielle, quoi. En fait, tous ces échanges, ça me fait penser à un truc, c'est que cette question qu'on se pose depuis le début, j'ai l'impression qu'au moment où on se la pose, ça veut dire que c'est déjà un peu tard. Et que Ouais. si on doit défendre à un moment donné un petit bout de budget pour la qualité, bah, c'est que finalement, ouais, tout ce boulot, on aurait dû le faire avant d'évangélisation. Bon, après, voilà, on n'a pas toujours l'occasion de le faire, mais Et je suis d'accord avec toi, il faut le faire tôt, mais toute la difficulté de l'exercice, c'est d'arriver à convaincre celui qui signe le chèque qu'il y a une partie du chèque qui va à la gestion de la qualité. Donc, alors soit, c'est pareil, suivant le contexte, soit on chiffre, soit on ne chiffre pas. Si tu vas vendre ton projet, ton produit à un client, il va bien falloir que tu chiffres. Si tu es dans le contexte de Julien, peut-être que tout le monde est convaincu de l'aspect stratégique de la gestion de la qualité et qu'il n'y a pas besoin de convaincre les gens. De toute façon, il y a un budget pour le service QA, donc lui, il fonctionne comme il doit fonctionner. Par contre, voilà, encore une fois, si tu es dans le contexte où tu vas vendre à un client, comment est-ce que tu lui reportes les coûts de la gestion de la qualité? Parce que là où tes concurrents, ils vont dire il me faut 3 jours, toi tu vas dire il faut 5 jours. Ouais, c'est clair. Alors, il y a un gros travail effectivement d'explication. Est-ce qu'on veut forcément calculer voilà, une réduction de coût en interne ou un ROI? Ce n'est pas forcément le cas, mais il faut quand même à un moment arriver à défendre la valeur que tu vas produire et pourquoi tu as besoin d'un axe gestion de la qualité dans le projet, quoi. Et est-ce que, je sais pas, c'est une hypothèse, est-ce que ce serait possible de finalement, s'il s'agit juste d'un chiffre à montrer au client final,
de pas l'évoquer, en fait. De dire, voilà, en fait, ce que je vais proposer, c'est ce produit Mm. et je me débrouille pour le faire. Ouais, bien sûr, ça marche dans certains contextes. Quand tu as certaines personnes en face qui sont convaincues que c'est une dimension importante du projet, que ça va faire la différence d'un point de vue stratégique sur la valeur qui va être produite, effectivement, tu n'as pas de négociation à faire. Maintenant, en interne, moi, de temps en temps, je me retrouve avec un PM, un chef de projet, qui me dit, voilà, explique-moi qu'est-ce que je gagne à faire les choses comme tu me les présentes, quoi. OK, donc la problématique, elle est en interne. J'essaye de cerner le problème, où il se Elle est toujours contextuelle, la problématique. Là, je prends un exemple, mais au final, il va toujours falloir que toi, tu arrives à convaincre, à expliquer que l'investissement qu'on fait sur cet axe-là, il sert à quelque chose, quoi. Mm. Alors, effectivement, comment tu convaincs? Eh ben, tu peux expliquer, tu peux te référer à des études sérieuses. On parle souvent de State of DevOps avec Antoine, parce que c'est vrai que c'est une mine. Et puis, sinon, effectivement, moi, l'approche que j'ai, c'est aussi d'expérimenter sur des scopes réduits. Voilà, si un PM n'est pas convaincu, j'ai dit, écoute, on essaye à ma manière, on fait ça sur 2 sprints, puis après, tu me dis si on continue ou pas, quoi. Ouais, je Une pense autre que c'est hyper façon important. porteuse, je trouve ah pardon, qu'est-ce que j'ai coupé Vas-y, encore? vas-y, vas-y. Une autre façon que je trouve porteuse, mais bon, il faut avoir cet interlocuteur, c'est, que ce soit pas nous en tant que testeurs qui défendions la qualité. Des fois, ça peut être, voilà, un intervenant qui est sur un autre rôle et qui a pu un petit peu nous pratiquer et expérimenter, comment ça se passe, quand il y a de la qualité dans son projet et voilà, l'inciter, à servir un peu de sponsor et faire en sorte que ça passe par une autre voie que nous. Parce qu'effectivement, on peut être juge et partie, mais ça flingue un petit peu, la légitimité qu'on a à défendre la chose. Parce que forcément, on va nous dire: «Oui, mais tu défends un petit peu ton gagne-croûte, c'est peut-être pas forcément toujours à nous de faire porter ça, quoi». Le mieux, c'est quand tu as un sponsor de haut niveau, on va dire, dans les partenaires de la boîte, qu'on est convaincu, effectivement. Et là, tu as effectivement, tu as moins de boulot à faire sur les projets. Mais toujours, quand même, quand tu fais du projet, il va falloir voilà, négocier que tu as besoin de temps. Alors, outre l'aspect workflow, outre l'aspect process, tu as quand même besoin de temps pour certaines activités. Par exemple, je ne sais pas, pour faire des ateliers avec les utilisateurs, du test exploratoire, de l'automatisation de tests. Et ça, clairement, tu as beau leur expliquer que voilà, ça va participer à la qualité finale, que ça va payer des dividendes à terme. Au début, pour eux, tout ce qu'ils voient, c'est que ça ralentit la livraison des features, quoi. Ouais, alors là-dessus, justement, sur les aspects indus et automatisation des tests, enfin, par expérience, l'investissement, il a été assez lourd en fait au départ. Mais ensuite, enfin, quand c'est bien fait, c'est beaucoup plus. Enfin, le ROI, il est vite atteint et finalement, c'est un vrai accélérateur. Et ça se ressent en fait. Alors quand c'est bien fait, parce que quand c'est pas bien fait et quand il y a beaucoup de maintenance, quand ça nécessite beaucoup de maintenance derrière, etc., le ROI n'est plus là. Mais quand c'est bien fait, c'est vraiment voilà, c'est coûteux au départ et ensuite on atteint vraiment. Enfin, c'est plutôt assez flat en fait en termes d'investissement par la suite et ça permet vraiment d'accélérer en tout cas le projet quoi. Ouais, je peux vous partager nous ce qu'on a fait, mais après c'est discutable, hein, mais on a un peu l'approche initiale, c'est un peu ce qu'on parlait là, c'est est-ce que les stakeholders là, du projet, je peux les convaincre sur la qualité ou pas? Déjà, enfin, en gros, est-ce que je peux les convaincre à mettre des activités qui ont l'air moins productives à la base dans le flux de travail et ça doit être
comment je le sens quoi, en termes de probabilité, quoi. 50% oui ou 50% non. Si c'est oui, au début, bah, on fait un travail, ok. Moi, je trouve ça vachement bien ce que disait Arnaud, c'est lier les activités de test au KPI global de delivery. Ça peut être par exemple bah, l'investissement maintenant, bah, d'ici 3 mois, on va maintenir la vélocité, la reliability, la user experience va être maintenue, etc. Et puis on peut le montrer. Et je pense que c'est souvent des organisations qui se sont soit déjà pris des murs avant ou qui sont plus ouvertes aux impulses extérieurs, type le State of DevOps, le SRI, etc. Enfin, et puis ils comprennent le message. Et on a eu d'autres approches où les gens ils s'en foutaient en fait. Enfin, c'était le pire, hein. Des fois dans les gouvernances, il y avait, je sais pas, 10 pays qui demandent des features. Alors déjà, c'est le bazar pour prioriser qui veut quoi. Alors après leur dire, écoutez, il faudrait mettre des tests pour aller plus vite la prochaine fois, ils s'en foutent en fait. Et donc là, on incluait, enfin un peu ce que tu crois que c'est Julien, tu disais ça, mais en fait, il n'y avait pas le choix. C'était, voilà, le développement, il prendra 10 jours. Mais donc, nous, dans les 10 jours, il y avait 3 jours de test, 2 jours de conception. Enfin, je dis ça un peu de manière arbitraire, mais c'était inclus dans le package et c'est non négociable, quoi. Donc après, ça, forcément, c'est plus faisable sur du dev interne. On n'était pas effectivement en compétition avec le mec d'à côté qui vient et qui dit, ah bah, moi, je le fais pour 5. Puis après, les gars, mais pourquoi vous faites en 10? Vous êtes nuls. Les autres, ils le font pour 5 à côté, quoi. Et donc, nous, on a eu cette approche, honnêtement, parce que après, du coup, ce qu'on faisait avec les gens à qui on n'avait pas expliqué, c'est après, au bout de 6 mois, on pouvait commencer à leur dire, bah, vous voyez, on arrive à livrer graduellement parce qu'on a fait ça, 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 etc. Mais même comme ça prend hyper longtemps, en fait, parce que je pense que la problématique des gens qui sont pas sensibilisés, ils ont tous les biais humains, là, parce que je pense que la problématique, c'est les gens ils voient pas le retour sur investissement de ce qu'ils mettent aujourd'hui en fait. Ils disent non mais faites que la feature là, on n'a pas besoin des tests. Et 6 mois après, tout est par terre, etc. Et ça, je pense que le meilleur exemple, c'est les startups où les gars ils sont pas sensibilisés à ces problématiques, où ils font le produit comme des fous pendant 6 mois, un an, et puis après ils mettent tout à la poubelle quoi. Mais, bon. Donc voilà. Nous, on a eu cette approche qui est peut-être un peu des fois pas 100% transparente, c'est peut-être un peu contraire à l'agilité, machin, etc. Mais déjà, à la base, est-ce que les gens avec qui on voulait collaborer étaient avec le mindset agile? C'était déjà discutable. Donc voilà. Je sais pas si ça donne des éléments aussi de Ah, réflexion. moi, encore une fois, je voudrais. Tu parles de ROI. J'ai vu votre discussion avec Benjamin. Hmm. Effectivement, il y a peut-être moyen de tirer les choses vers le haut et de sortir du ROI et de sortir du cost-cutting et de positionner la qualité comme un enabler ou Hmm. essayer de faire comprendre. J'avais bien aimé le petit complément que Zoé avait fait. On ne vendrait pas une voiture, tu vois, Hmm. sans les équipements de base attendus d'une voiture, les phares. Donc, Ah. effectivement, essayer peut-être de. Alors, c'est compliqué, mais essayer de sortir de la logique voilà, d'investissement. On veut forcément un retour. Ouais. Voilà, et essayer de tirer le débat vers le haut et essayer dans certains contextes où le projet va vivre sur des années, d'expliquer que si tu fais les choses bien maintenant, Hmm. ça sera plus facile Hmm. au fil de la vie du projet et que sinon, si tu hérites d'un plat de nouilles au bout de 6 mois, ça va être compliqué d'y mettre les mains, quoi. Hmm. Hmm. Ouais. Et Mena, du coup, tu avais préparé quelque chose? Tu avais une approche par l'équipe, c'est ça? Oui, tout d'abord, ce que je peux ajouter concernant les stakeholders et les parties sont au courant de ce projet, il- on doit partager tout d'abord et on doit savoir ce qu'il attend. On partage la même compréhension de ce qu'on attend concernant les risques et euh, ce qu'on va tester, ce qu'on ne va pas. Et par exemple, à cet exemple-là, je peux recommander d'inclure les product owners ou les product managers dans le workshop de risk storming, là où on peut définir ce qu'on attend. On peut, avec toute l'équipe, faire le brainstorming sur le risque qui est possible sur le projet, sur beaucoup d'aspects de qualité. Et en ce moment-là, quand on fait cette discussion, on peut préparer la stratégie de test. Et s'ils ne veulent pas investiguer dans un tel point, on peut dire, alors,
si vous ne voulez pas donner des ressources pour nous, alors pourquoi tester? Donc, il faut inclure tout ça dans la stratégie et les convaincre de l'importance du test, ce qu'on va tester, ce qu'on ne va pas tester et pourquoi on fait ça pour réduire les risques qui sont déjà cités dans le workshop. Et aussi, j'ajoute à ça, quand on définit la qualité, pour moi, la qualité, c'est sur 3 parties. Il faut que tout le monde comprenne ce qu'on attend déjà, parce que la qualité, on peut parler de l'utilité, c'est la valeur par rapport à une personne qui compte, comme dit James Buck et Jerry Weinberg, quality is the value for some person who matters. Là, c'est d'une part. Donc, on doit savoir ce qu'on attend déjà et quelle est l'utilité de ce qu'on va faire de ce projet-là par rapport à cette personne. Et en même temps, là, c'est juste une partie de la qualité, mais ce n'est pas juste ça. On peut aussi parler de l'exactitude et la précision. Est-ce qu'on répond déjà aux attentes et aux besoins de nos stakeholders? Et un troisième point que je veux citer aussi, c'est l'excellence. Est-ce que là, on parle d'une expérience exceptionnelle par rapport à un certain niveau que l'utilisateur peut avoir en utilisant ce produit-là? Donc, si on parle de ces 3 éléments, il est très important de les définir dès le début, avoir la même définition de la qualité, ce que les autres attendent. Sinon, ça peut causer des problèmes si on ne livre pas ce que les autres attendent. D'ailleurs, ça fait penser que nous, en tant que testeurs, on peut à un moment dire, OK, sur ce projet-là, sur ce contexte-là, il n'y a pas forcément besoin de rajouter des lignes pour la qualité, il n'y a pas forcément besoin de prévoir ça. Enfin, je veux dire, s'il y a un MVP qui est à prévoir et que on sait qu'il y a énormément de chances que ce soit du code jetable et que derrière, après, autre chose soit créé, par exemple, hein, ou autre chose, un projet trivial qui va être utilisé par une personne. Enfin, ça peut être aussi notre rôle de mettre des freins à une certaine habitude de se dire bon, bah voilà, on va créer un projet, il nous faut des devs, il nous faut ça et ça et ça comme testeur. À un moment donné, nous aussi, on peut dire voilà, si vous avez besoin d'allouer des ressources en test, mettez-les pas forcément là, quoi. Oui, il faut bien discuter, sinon les clients en général, ils veulent plusieurs choses, mais ils n'investissent pas dans les ressources et ils pensent que c'est suffisant alors que ce n'est pas le cas. Il faut tout détailler dès le début. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qaunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine!